Bien, merci beaucoup Pierre Verluys de m'avoir proposé d'intervenir sur ce sujet devant vous. J'en suis très honoré. Donc effectivement, je suis diplomate de carrière et de formation. Et donc normalement, je suis censé délivrer une parole publique, une parole officielle. Mais j'ai aussi un peu une casquette académique qui fait que parfois, je suis aussi dans un rôle un peu d'analyste ou d'enseignant aussi, puisque j'ai enseigné à Sciences Po, j'enseigne à ESCP Europe. Et j'ai un petit peu, parmi mes spécialités, la relation franco-allemande. J'étais en poste à Berlin. Et puis, j'ai pas mal aussi écrit sur ce sujet. Alors, on m'a demandé de traiter de ce sujet sous un angle géopolitique, mais ce sera quand même beaucoup historique, puisqu'on commence en 1945. Alors, je rappellerai en introduction quelques éléments un peu de base, c'est-à-dire que la rivalité franco-allemande a été structurante dans le système international, dans le système européen, à partir de la formation de l'unité allemande en 1871. Et donc les troupes allemandes ont envahi en fait le territoire français. Alors auparavant, le territoire allemand avait été envahi par des troupes françaises, mais de 1814-1815, c'est-à-dire la fin de l'épopée napoléonienne, jusqu'à 1940, 4 fois les troupes allemandes envahissent le territoire français. Donc c'est effectivement un élément important de la relation. La relation, elle est structurante dans le système d'alliance, dans le système européen. Vous voyez par exemple comment Bismarck, en 1871, avait créé un système d'alliance une fois que la France avait été défaite pour isoler la France, empêcher une revanche française et essayer par un réseau d'alliances diplomatiques de maintenir un isolement de la France. Et puis ensuite, en 1914, on avait 2 systèmes d'alliances qui étaient tous les 2 organisés, l'un autour de l'Allemagne, l'autre autour de la France. Et la guerre, elle se noue. Enfin, l'étincelle, c'est dans les Balkans, mais évidemment, le conflit franco-allemand est absolument central. Et à partir du système de Paris, 1919, là, vous voyez bien que l'Allemagne a été humiliée, rabaissée par le traité de Versailles, et la France a essayé, un peu comme Bismarck l'avait fait après 1871, de créer là aussi des systèmes d'alliance pour pouvoir maintenir sa position un peu de prépondérance et maintenir une supériorité sur l'Allemagne. Alors cette rivalité, elle est centrale, mais néanmoins, dès les années 20, a lieu un rapprochement franco-allemand. Et vous voyez ici les 2 personnages, Aristide Briand et Gustav Stresemann, qui sont en fait les inventeurs du couple franco-allemand. C'est-à-dire que le rapprochement qui se produit dans la deuxième moitié des années 20, donc Briand est ministre des Affaires étrangères de 1925 à 1932, Stresemann de 1923 à 1929, il meurt en 1929, et c'est une période où la France et l'Allemagne ont réussi à se rapprocher, à essayer de stabiliser le système international et européen, et donc à essayer de promouvoir la paix. Bon. Est arrivé ensuite M. Adolf Hitler, donc vous le voyez ici, visitant Paris au lendemain de la prise de Paris par les troupes allemandes, donc en 1940, et l'Allemagne est défaite en 1945, et donc une nouvelle période s'ouvre. Alors je vais découper la période en 6 étapes. La première étape, c'est l'étape en fait de la réconciliation franco-allemande, qui avait déjà démarré dans les années 20, mais qui redémarre après la Seconde Guerre mondiale, et du lancement du projet communautaire. Bon, l'Allemagne était occupée, divisée, son territoire réduit, et vous savez qu'en 1949, on crée un État ouest-allemand et un État est-allemand. Et avant 1949, la première préoccupation française, c'est d'empêcher la résurgence d'une menace, d'un danger allemand, d'où le traité de Dunkerque, qui avait été conclu entre les Français et les Britanniques, et qui était explicitement dirigé contre la menace allemande. Et puis en 1948, un traité qui, déjà dans le climat de la guerre froide, visait en fait à souder l'Europe occidentale, France, Royaume-Uni et Benelux, mais qui était encore, même si ce n'était pas explicite dans le traité, dirigé aussi contre l'Allemagne. Avec la mise en place de la guerre froide, et en particulier en 1948-49, 48-49, ça correspond au blocus de Berlin, donc le moment où Staline essaye de récupérer l'ensemble de Berlin et de chasser les alliés de Berlin-Ouest. Bon, finalement, il n'y arrive pas grâce au pont aérien qui est organisé.
Et donc, dans cette nouvelle guerre froide, évidemment, le contexte change complètement. C'est-à-dire que la menace principale, ça devient l'Union soviétique, et pour les Français, eh bien, ils sont obligés, dans leur vision de la politique allemande, de tenir compte de ce contexte de guerre froide. Et c'est comme ça que, après la création de la RFA et de la RDA, les Français se lancent dans la construction européenne. C'est l'étape décisive de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, qui est prononcée dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay. Et Robert Schuman donc, propose de mettre en commun, de fusionner les industries du charbon et de l'acier des pays d'Europe de l'Ouest. Et Adenauer, qui est chancelier depuis 1949, répond tout de suite « oui, chiche, on va mettre ensemble nos industries du charbon et de l'acier ». Donc là, les deux éléments importants de la déclaration Schuman, c'est que d'une part, on mutualisait, on regroupait les industries qui étaient à la base des industries d'armement, c'est-à-dire qu'on rendait une guerre impossible puisqu'on fusionnait sous une autorité internationale ce qui était considéré comme des industries nationales d'armement. Et d'autre part, on lançait une construction européenne non pas avec un plan d'ensemble politique, mais avec des réalisations concrètes, créant des solidarités de fait. C'est ce qu'on appelle la méthode Monnet, puisque Jean Monnet a été l'inspirateur de Robert Schuman, et qui lance la construction communautaire. Donc c'est comme ça qu'est créée la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, en 1951. Et assez vite, dans un contexte de guerre froide de plus en plus tendu, c'est l'époque de la guerre de Corée, 1950-1953, les Américains font pression pour qu'on réarme l'Allemagne de l'Ouest pour pouvoir tenir tête à l'Union soviétique. Et c'est comme ça que les Français, dans la même logique, se disent « bon, on va étendre la construction européenne à la défense, on va créer une communauté européenne de défense ». Vous savez que récemment, on a parlé d'armée européenne, et l'armée européenne, c'était un petit peu l'objet de cette communauté européenne de défense qui a été proposée en 1950, c'était le plan Pleven, signé en 1952 et qui est morte en 1954. C'est-à-dire que le traité a été proposé à la ratification de l'Assemblée nationale et l'alliance des gaullistes et des communistes a refusé la CED. Donc il n'y a pas eu de communauté européenne de défense, il n'y a pas eu d'armée européenne, il n'y a pas eu d'extension de la construction européenne à la défense. Ce qui veut dire qu'on a créé à côté de la CED, d'abord on a décidé de réarmer l'Allemagne dans l'OTAN. Donc l'Allemagne était réarmée à l'intérieur de l'OTAN et non plus au sein d'une communauté européenne. Et puis on a créé un cénacle européen qui s'appelle l'UEO, l'Union de l'Europe occidentale, qui était un cénacle d'Europe de l'Ouest, mais qui n'avait pas beaucoup de rôle, pas beaucoup de missions dans les affaires de sécurité et de défense. Alors vous voyez un petit peu le contexte ici, vous voyez la carte un peu des élargissements. Donc cette Europe de l'Ouest à 6, qui naît avec la CECA et qui va durer jusqu'en 1973, était donc une Europe occidentale dont ne faisait partie que l'Allemagne de l'Ouest. C'est vraiment, alors on appelle ça l'Europe carolingienne, parce que ça rappelle un peu la carte de l'Empire carolingien, l'Empire de Charlemagne. Mais donc, c'était une Europe, effectivement, resserrée à l'ouest. Ce qui a aidé ensuite à relancer le conflit, enfin la relation franco-allemande et la construction européenne, ça a été la crise de Suez et le règlement du conflit de la Sarre. Parce que la Sarre, c'était une grosse épine dans la relation franco-allemande. Les Français voulaient en fait éventuellement récupérer la Sarre pour qu'elle redevienne française, parce qu'elle l'avait été à un moment donné, et les Allemands et les Sarrois eux-mêmes ne le souhaitaient pas. Donc il a fallu du temps pour régler cette question entre 1954 et 1956, mais en 1956, l'affaire est soldée, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de véritable épine entre la France et l'Allemagne, épine politique. Et donc, en 1957, sont signés les traités de Rome, c'est-à-dire qu'on complète la CECA d'une communauté économique et d'une communauté sur l'énergie nucléaire, Euratom. Donc ça, c'est la première phase de la relation franco-allemande. La deuxième phase, c'est la création d'un couple franco-allemand. Alors je vous disais que ce couple avait été inventé par Briand et Stresemann. Ce couple, il suit une formule que j'aime bien de Zbigniew Brzezinski,
Brzezinski, c'était le conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter, du président Jimmy Carter, à la fin des années 70. Mais c'est quelqu'un, il est mort maintenant, mais qui a fait beaucoup de livres de géopolitique, notamment sur la stratégie américaine. Et dans un livre qui est paru, je crois, en 97, Le Grand Échiquier, il a cette formule extrêmement brillante sur la relation franco-allemande. Il dit « À travers la construction européenne, la France vise la réincarnation et l'Allemagne la rédemption ». Et cette équation, elle est restée très longtemps valable, c'est-à-dire que pour la France, la construction européenne, c'est un levier de puissance, c'est-à-dire que ça permet à la France de retrouver son influence sur la scène internationale, alors qu'elle n'est plus une très grande puissance, une superpuissance, et elle cherche à utiliser l'Europe pour repeser dans le monde. Tandis que pour les Allemands, la construction européenne, c'était d'abord reconstruire une souveraineté, une identité, une socialisation de l'Allemagne dans son environnement européen, qui n'allait pas de soi, bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, rédemption pour l'Allemagne, réincarnation pour la France. Et cette idée de réincarnation, elle était très présente dans les idées du général de Gaulle, qui espérait, au fond, avoir une Europe européenne et non pas atlantique. Donc, il ne reniait pas le cadre occidental et le cadre de l'Alliance atlantique, mais il souhaitait que les Européens soient plus autonomes, plus indépendants, et ça passait selon lui par une Europe plus européenne, basée sur la relation franco-allemande. Alors il a d'abord proposé ce qu'on appelle les plans Fouché, en 1961-62, qui étaient en fait, les plans Fouché visaient à créer une union d'États entre les six, qui auraient eu des compétences en matière de politique étrangère, de défense. Et les partenaires de la France ont refusé ça, notamment les Belges et les Néerlandais, parce que cette union aurait remis en question la construction communautaire, avec ses institutions, son caractère supranational, son vote à la majorité, son Parlement, son droit européen. Donc, il voulait éviter, si vous voulez, cette dérive intergouvernementale. Donc, les plans Fouché échouent, mais le général de Gaulle fait un mini-plan Fouché avec l'Allemagne, et c'est le traité de l'Élysée, du 22 janvier 1963, entre lui et Adenauer, donc vous voyez tous les deux les deux personnages, donc le président de Gaulle, le chancelier Konrad Adenauer, et il signe le traité de l'Élysée en 1963, qui vise à établir un partenariat privilégié entre la France et l'Allemagne. Alors le problème de ce traité de l'Élysée, c'est que certes, il crée un couple franco-allemand, il crée un partenariat privilégié, comme le souhaitait de Gaulle, mais la réalité, c'est qu'il y avait beaucoup d'arrière-pensées et de réticences, notamment du côté allemand, de s'enfermer dans une relation avec la France, bilatérale, et le Bundestag a ratifié le traité en l'assortissant d'un préambule qui rappelait que l'objectif de l'Allemagne, c'était de réunifier l'Allemagne, c'était de faire entrer le Royaume-Uni dans le marché commun, ce que le général de Gaulle avait refusé, de poursuivre la construction communautaire, ce que de Gaulle refusait aussi parce que de Gaulle n'était pas du tout supranational, et de maintenir le lien transatlantique, ce qui effectivement n'était pas non plus l'orientation du général de Gaulle, qui était plutôt à défier les États-Unis. Donc ce traité a été ratifié avec ce protocole qui a beaucoup déçu de Gaulle, et de Gaulle a dit les traités c'est comme les jeunes filles, ça dure le temps des roses. Donc du coup, le traité de l'Élysée en réalité n'a pas été le fondement d'une grande politique franco-allemande. La réalité c'est que le général de Gaulle a mené une politique indépendante. Il est sorti de l'Alliance atlantique, enfin en tout cas de la structure militaire intégrée. Il est allé se rapprocher des Russes, de l'Union soviétique, il a critiqué les États-Unis, mais il n'a pas du tout fait ça en franco-allemand. Et d'ailleurs, le Konrad Adenauer est parti du pouvoir en 1963. Donc voilà pour la mise en place du couple, avec quand même ses ambiguïtés. Troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'élargissement et l'approfondissement. Alors en anglais, on dit deepening and widening. C'est le vocabulaire type pour décrire la construction européenne, l'histoire de l'intégration européenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où De Gaulle partait
il devenait possible d'élargir la communauté, notamment au Royaume-Uni, qui était candidat, et le général de Gaulle avait mis 2 fois son veto, et les Allemands souhaitaient que la communauté s'élargisse au Royaume-Uni. Et évidemment, le problème, c'est que plus on élargit la communauté, plus il y a un risque de dilution, de fragilisation de la construction communautaire. Donc il est important à chaque élargissement de faire des progrès, des avancées dans l'intégration, pour pouvoir solidifier l'édifice européen. Alors, ça a commencé, cela déjà à l'issue du général de Gaulle, par l'os politique. Donc ça, c'était l'époque de Willy Brandt du côté allemand et de Georges Pompidou du côté français. Bon, c'est pas allé sans tension, c'est-à-dire que l'Allemagne a un peu mené sa propre politique vis-à-vis de l'Est de l'Europe, vis-à-vis de l'URSS. Bon, le but de l'os politique, qui était mis en place par le Parti social-démocrate en Allemagne, c'était en fait de détendre les relations avec l'Est, de rapprocher les deux Allemagnes, les deux blocs de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est, de manière à provoquer des transformations. C'est la thématique qu'on appelle, si vous parlez allemand, Wandel durch Annäherung, transformation par le rapprochement. Et cette politique, qui n'est pas très éloignée finalement des ouvertures que De Gaulle avait faites à l'URSS, a provoqué des tensions dans le couple franco-allemand, dans l'alliance occidentale, mais enfin elle a quand même abouti à une vraie détente franco-allemande, la reconnaissance des deux États allemands l'un par l'autre. Il y a eu le processus de la CSCE. Donc il y a eu beaucoup de changements, mais qui étaient des changements largement impulsés par l'Allemagne de l'Ouest plutôt que par le couple franco-allemand. En 1973, on décide l'élargissement nordique. Donc pour reprendre la carte de l'élargissement, vous voyez, donc on élargit au Danemark, au Royaume-Uni et à l'Irlande. Donc on passe à 9 États membres. Et cet élargissement, il est accompagné d'un certain nombre de progrès dans l'approfondissement, puisqu'on parle de créer une Union européenne, c'est-à-dire une union politique, dont on avait déjà parlé, donc pas seulement une communauté économique, mais aussi une union politique. On parle aussi de créer une union monétaire. Alors il y a d'abord un serpent monétaire européen qui devient ensuite système monétaire européen, donc pour essayer de rapprocher la coopération monétaire, donc tout ça prépare la monnaie unique. Il y a aussi des avancées, par exemple, sur le budget européen, il y a des droits nouveaux pour le Parlement européen. Le Parlement européen est élu au suffrage universel en 1979. Donc ces années 70, ce sont des années quand même d'avancées, malgré l'élargissement au Royaume-Uni. Et dans ces années-là, notamment entre 1974 et 1982, vous avez deux leaders qui dominent le couple franco-allemand, le président Giscard d'Estaing, 1974-1981, et le chancelier Helmut Schmidt, 1974-1982. Donc vous les voyez tous les deux, ils ont noué une très forte complicité. Helmut Schmidt est mort il y a peu de temps. Ils sont restés proches jusqu'à la fin. Et donc ils ont créé une vraie intimité franco-allemande pendant ces années 70. Dans les années 80, c'est un autre couple qui se met en place. François Mitterrand qui arrive au pouvoir en 1981 et Helmut Kohl qui remplace Helmut Schmidt en 1982. Et assez vite, les deux hommes mettent en place une relation de confiance, un partenariat, à travers notamment deux épisodes importants. L'un qui est la crise des euromissiles, qui était une crise de tension Est-Ouest, où les Occidentaux cherchaient à déployer des euromissiles en Europe de l'Ouest face aux missiles soviétiques, qui étaient les SS-20. Donc c'était une grande crise depuis la fin des années 70. Et le problème de l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, il y avait une partie de l'opinion qui était pacifiste et qui ne voulait pas de ces missiles, notamment la gauche allemande, etc. Et François Mitterrand, qui était pourtant allié avec des communistes dans son propre gouvernement, est allé devant la tribune de Bundestag à Bonn pour dire il faut déployer les euromissiles. Donc il soutenait la politique de Kohl contre les résistances de la gauche allemande. Donc ça a été un moment de solidarité important. La phrase de Mitterrand, c'était « les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest ».
Donc il fallait que l'Ouest fasse preuve de fermeté. L'autre épisode important, c'est la commémoration de Verdun. En 1984, il y a une grande cérémonie où François Mitterrand et Helmut Kohl, c'est la fameuse poignée de main qui était une poignée de main improvisée, où les deux hommes avaient fait une manifestation commune, et puis à un moment donné, ils se donnent la main, et donc ça a été immortalisé dans les images. Ça fait partie du pathos franco-allemand, cette cérémonie de Verdun, et ça a aussi contribué à créer une complicité entre les deux hommes. Alors dans les années 80, il y a eu un autre élargissement, c'est l'élargissement méditerranéen. Pour reprendre la carte, donc c'est l'Espagne et le Portugal, 86, la Grèce, 1981. Donc l'Europe devenait une Europe à 12. Et une Europe dans laquelle la France, si on regarde la carte, était quand même très centrale. Pour la France, c'est peut-être l'apogée de son influence, de sa position en Europe, c'est-à-dire qu'elle était au milieu d'une Europe à 12, et en plus le président de la Commission, Jacques Delors, était un Français de 1984 à 1994, donc c'était une position particulièrement favorable pour la France. Et avec cet élargissement méditerranéen interviennent de nouveaux progrès dans l'approfondissement. L'accord de Schengen 1985, qui ouvre la voie à la libre circulation des personnes entre France, Allemagne et Benelux. Alors ça ne s'est pas fait tout de suite, il a fallu 10 ans pour que les contrôles aux frontières soient supprimés, mais l'accord de Schengen a lancé le processus. Et l'acte unique en 1986 achève le marché intérieur, c'est-à-dire qu'on passe d'un marché commun à un marché unique. Et donc on harmonise les législations, on approfondit le marché unique, on passe au vote à la majorité qualifiée qui avait été refusée par le général de Gaulle, donc de nouveaux progrès dans les années 80. Et puis on crée, dans cette relation franco-allemande privilégiée, de nouvelles institutions. En 1988, on crée un conseil franco-allemand économique et financier, et on crée aussi un conseil franco-allemand de défense et de sécurité. Donc ces deux conseils sont mentionnés dans le traité d'Aix-la-Chapelle qui vient d'être signé. Donc ils sont institutionnalisés dans le traité franco-allemand, mais ils avaient déjà fait l'objet de protocoles en 1988. On crée aussi, de façon symbolique, une chaîne de télévision franco-allemande, Arte, que vous connaissez, et qui est une réussite par la qualité, en tout cas, de ses productions, même si ça n'a pas une diffusion extrêmement grand public, mais c'est quand même pas mal. Alors, la quatrième étape, évidemment, c'est la réunification, qui intervient en 1989-90, c'est-à-dire que c'est la fin de la guerre froide, c'est la chute du mur de Berlin, c'est la fin du communisme à l'Est, c'est la démocratisation de l'Europe de l'Est, c'est l'éclatement de l'URSS, et c'est la réunification allemande qui intervient en 1990. Alors cette réunification, elle s'est faite dans une tension franco-allemande parce qu'il y avait beaucoup de méfiance, notamment de la part de François Mitterrand, qui avait des craintes par rapport à l'histoire, par rapport au retour de la puissance allemande et l'humilité allemande. Il y a eu des problèmes par rapport à la frontière de l'Allemagne avec la Pologne qu'il a fallu résoudre, qu'il a fallu reconnaître. Mais bon, l'Allemagne s'est réunifiée en 1990. Et ça a été très important pour Mitterrand et Kohl de surmonter cette phase de méfiance par de nouveaux progrès dans l'intégration. C'est ce qui a donné lieu au traité de Maastricht en 1992. L'accord se fait fin 91, le traité est signé en février 1992. Et le truc essentiel de Maastricht, c'est la monnaie unique, c'est l'euro, qui vraiment aujourd'hui nous tient l'Europe, parce que François Mitterrand est arrivé au Conseil européen de Maastricht fin 91 en disant on va signer un traité, on va faire la monnaie unique, mais moi je veux un délai. Je veux que l'Allemagne signe pour dire on la fera à telle date. Et c'est comme ça qu'on a quand même mis une date, parce que Helmut Kohl avait été réticent, il savait que dans son opinion il y avait des réticences à abandonner le Deutschmark, et donc on a fixé un délai qui était 1997, et 1999 au plus tard. Donc l'euro a officiellement vu le jour en 1999, mais dans la réalité il a été mis en circulation en 2002, le 1er janvier 2002, et voilà, maintenant il est fait.
Et puis ce qui change aussi à Maastricht, c'est qu'on met en place une politique étrangère commune. On y avait déjà une coopération diplomatique, elle devient politique étrangère commune, et aussi une coopération en matière de justice et d'affaires intérieures. Alors tout cela permet un nouvel élargissement, permis par la fin de la guerre froide, c'est l'élargissement aux pays neutres, qui étaient des pays occidentaux, capitalistes, démocratiques. Ils n'ont jamais été communistes, mais ils étaient un peu coincés entre les deux blocs au moment de la guerre froide. Suède, Finlande, Autriche. Et les trois pays entrent dans l'Union européenne en 1995. Évidemment, c'est un élargissement qui change un peu la donne. C'est notamment d'ailleurs un des effets de cet élargissement, c'est que le français est devenu minoritaire dans les institutions européennes. C'est-à-dire que la domination de l'anglais s'est faite à partir de l'élargissement de 1995. Quand je vous disais que l'apogée de la France, c'était la fin des années 80, vous en voyez bien effectivement une illustration. Donc une Europe plus nordique, une Europe qui parle plus anglais, et puis évidemment on prépare les élargissements à l'Est. Et cette nouvelle Allemagne réunifiée, eh bien, petit à petit, elle bascule vers l'Est. C'est-à-dire que Gerhard Schröder, qui succède à Helmut Kohl en 1998, arrive au pouvoir en disant maintenant je veux la normalisation pour l'Allemagne, je veux défendre les intérêts allemands. Donc un langage complètement nouveau par rapport au langage qui était le langage très pro-européen de Helmut Kohl et de ses prédécesseurs. Et en 1999, la capitale est transférée à Berlin, donc de Bonn à Berlin. C'est pour ça qu'on parle maintenant de la République de Berlin, qui succède à la République de Bonn. Et évidemment, Berlin, c'est à 70 km de la Pologne. Ça change complètement, si vous voulez, la géopolitique, l'équilibre géopolitique de l'Allemagne et de la position de l'Allemagne en Europe. C'est-à-dire qu'on voit réapparaître un peu ce qu'on appelait à un moment donné la Mitteleuropa. Alors là, je vous l'ai mis en allemand, mais vous voyez un petit peu ce que peut recouvrir le concept de Mitteleuropa, c'est-à-dire l'Allemagne qui autrefois s'étendait jusqu'à la Lituanie, puisque le petit bout en jaune là, qui comprend la ville de Kaliningrad, c'était Königsberg. C'est là qu'avait été proclamé le royaume de Prusse en 1701. Donc l'Allemagne s'étendait très à l'est, avant 1945. Les pays baltes sont dans l'orbite de la coopération baltique, de l'espace nordique. Donc ça fait partie aussi de cette culture, de forts liens notamment entre l'Allemagne et la Lettonie. La Pologne, une bonne partie de son territoire était allemand. La République tchèque, il y avait les Sudètes. La Hongrie, c'était dans l'Autriche-Hongrie, un allié aussi un peu de la culture germanique. Donc vous voyez que tout ce concept de Mitteleuropa retrouve aujourd'hui son importance à travers la réunification allemande, et elle se trouve aussi traduite économiquement par des liens extrêmement forts entre l'économie allemande et ces pays. Il y a beaucoup de pays, par exemple, qui sont en fait... L'Allemagne a des excédents commerciaux colossaux, sauf avec ces pays. Parce que ces pays, en réalité, sont des pays dans lesquels elle produit des pièces détachées qu'elle importe pour pouvoir réexporter ensuite ses voitures ou ses machines-outils, etc. Donc, du coup, elle se retrouve en déficit avec un certain nombre de ces pays, la Hongrie, par exemple, la République tchèque, la Slovaquie. Et puis, évidemment, elle vend aussi beaucoup de produits à ces pays, elle investit, etc. Un nouvel équilibre géopolitique dans l'Europe de l'Est, et une relation franco-allemande qui se tend franchement en 1999-2000, avec deux sommets qui sont des sommets de crise, des sommets de tension entre la France et l'Allemagne. C'est l'époque de Jacques Chirac en France et de Gerhard Schröder en Allemagne. Le sommet de Berlin, l'Allemagne était en présidence de l'Union européenne. Il s'agissait de boucler la négociation du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, et l'Allemagne s'est retrouvée dans une position très inconfortable où, en tant que présidence, elle devait faire accoucher un compromis, et en même temps, elle voulait défendre ses intérêts, et l'Allemagne a toujours eu des intérêts très forts d'un point de vue économique, financier, budgétaire, parce qu'elle n'aime pas payer, et donc, et nous on a souvent dit l'Allemagne paiera, qui était la phrase du ministre des Finances français de 1918-1919. Donc du coup, il y a eu des tensions
et notamment Chirac était sur des positions très fermes. Et il y a eu une espèce de revanche au sommet de Berlin, dans le sommet de Nice en 2000, où il fallait se mettre d'accord sur une modification des institutions. Et un des gros sujets de la modification des institutions, c'était de revoir le mécanisme de vote à la majorité, où la France et l'Allemagne étaient à parité. Elles avaient le même nombre de voix. Et Schröder voulait faire reconnaître que l'Allemagne avait plus d'habitants que la France, surtout après la réunification, et que donc elle devait avoir plus de voix. Donc Schröder y est allé avec un bulldozer dans le sommet de Nice. La négociation était extrêmement tendue, et in fine, on a trouvé un très mauvais accord dans lequel on confirmait, on repondérait les voix, où on maintenait une parité entre la France et l'Allemagne, les grands pays, mais en même temps on introduisait une clause de vérification géographique, démographique plutôt. Donc du coup, il fallait quand même vérifier qu'une décision était bien, respectait bien un certain pourcentage de la majorité démographique au sein de l'Union européenne. Donc ça voulait dire reconnaître que l'Allemagne avait plus d'habitants dans cette clause de vérification. Donc du coup, la décision était plus compliquée à prendre, c'était un très mauvais truc, et après on est revenu dessus. Mais ça a été une crise très dure, très très dure. La relation franco-allemande a atteint un point bas après 1945, qu'elle n'a jamais retrouvé, mais ça a été une crise extrêmement sévère. Et du coup, les dirigeants ont décidé, face à cette crise, à l'effet que ça avait sur les voisins, sur l'opinion publique, ont décidé de lancer ce qu'on appelle le processus de Blesheim. Le processus de Blesheim, c'est une rencontre qui a eu lieu en Alsace et qui consistait en fait à se réunir régulièrement, à peu près tous les 2 mois, chefs d'État et de gouvernement. La France à l'époque était en cohabitation, donc il fallait avoir à la fois Chirac et Jospin, parce que les deux étaient en responsabilité, et de l'autre côté Schröder, et puis en même temps les 2 ministres des Affaires étrangères, donc il y avait Hubert Védrine, moi j'ai travaillé dans son cabinet, enfin pas spécifiquement sur le franco-allemand, mais sur d'autres sujets, et puis Joschka Fischer, qui était le ministre allemand. Donc ça a permis de renouer le dialogue, de recommencer à se parler, de se concerter régulièrement pour essayer de vider les problèmes, les contentieux, les conflits. Et puis à cette époque-là, il y a des dirigeants socialistes français, alors c'est très intéressant parce que ce n'est pas des Allemands qui ont proposé ça, c'est des Français, de créer une union franco-allemande. Donc c'était notamment Dominique Strauss-Kahn, mais il y en avait d'autres, il y avait Henri Nallet, enfin il y en avait 4 comme ça. Et cette idée d'ailleurs a été reproposée en 2003 par Dominique de Villepin, qui était ministre des Affaires étrangères, et curieusement, cette idée n'a jamais rencontré d'écho de l'autre côté du Rhin. C'est-à-dire que les Allemands sont quand même moins intéressés maintenant par la relation franco-allemande qu'ils ont pu l'être par le passé. Donc vous voyez comment la réunification a quand même bouleversé la donne pendant toutes ces années 90, avec aussi une forte tension. Alors l'élargissement à l'Est, il s'est produit en 2004. Il a fallu très longtemps pour le préparer, presque 15 ans entre la chute du mur, la fin du communisme à l'Est et puis l'élargissement. Bon, 2004, c'est l'essentiel de l'élargissement à l'Est, mais vous avez aussi, alors je reprends la carte des élargissements, vous voyez donc les 2004, c'est les PECO, mais aussi Malte et Chypre. Ensuite, en 2007, vous avez la Roumanie et la Bulgarie, et puis en 2013, c'est le dernier entrée, la Croatie. Donc on se retrouve aujourd'hui à une Europe à 28, mais vous voyez, c'est une Europe qui s'est étendue à l'ensemble de l'Europe orientale, de la Mitteleuropa, et donc dans laquelle, forcément, la France est moins centrale, mais quelque part, moi, je ne considère pas non plus que l'Allemagne est centrale, parce que c'est plutôt le franco-allemand qui est central. Mais on va y revenir. Alors, cette période a été préparée, en fait, par des accords franco-allemands. Autant il y a eu une tension très forte en 99-2000, autant il y a eu un rapprochement très fort entre 2002 et 2004. C'est-à-dire que Chirac et Schröder, qui s'étaient tapés dessus, littéralement, sont devenus les meilleurs copains du monde. Donc là, vous les voyez tous les deux, et même si Chirac fait de mauvaises têtes, mais
Donc ils ont été les meilleurs copains du monde et ils ont fait beaucoup de choses dans ces années 2002-2004. C'était une période extrêmement fructueuse de la relation franco-allemande. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait d'abord un accord sur la politique agricole commune, qui était très important pour la France, pour le financement de la PAC, ces agriculteurs, ces paysans. Donc Chirac défendait le monde agricole. Et le gros problème de l'élargissement à l'Est, c'est qu'à l'Est, il y a beaucoup de paysans, il y a beaucoup d'agriculture. Et donc si on étendait les règles de l'Ouest à l'Est, le budget allait exploser. Et les Allemands ne voulaient pas financer. Donc on a trouvé un accord assez intelligent, consistant à dire on va élargir à l'Est, on va maintenir le budget de la PAC, donc on ne l'augmente pas, mais on va augmenter petit à petit et très progressivement les aides aux agriculteurs de l'Est. Donc ça évitait de faire exploser le budget et ça permettait quand même de sauvegarder la PAC et d'éviter qu'on introduise dans la PAC ce qu'on appelait le cofinancement, c'est-à-dire qu'il y aura une renationalisation de la PAC et qui aura été un peu dangereuse pour la sauvegarde de cette politique agricole auquel les Français sont très attachés. Donc un accord très important qui a préparé l'élargissement à l'Est, ça c'était en 2002. Ensuite, il y a eu le rapprochement franco-allemand pour refuser la guerre en Irak, 2002-2003. C'était absolument inédit que l'Allemagne s'oppose frontalement aux États-Unis. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis 1945. Que l'Allemagne dise non aux États-Unis, refuse la guerre américaine en Irak, c'était quelque chose d'absolument incroyable, y compris d'ailleurs en s'alliant avec Poutine, avec la Russie. Donc 2002-2003, voilà, un axe Paris-Berlin-Moscou, un axe géopolitique qui était contraire à la politique de George W. Bush, à l'unilatéralisme américain et à l'invasion de l'Irak. La Constitution européenne qui a été écrite entre 2002 et 2003, et le traité a été signé en 2004, là aussi c'est un moment où les Français et les Allemands ont travaillé très étroitement ensemble, avec des contributions communes, des solutions communes. Bon, je ne rentre pas dans le détail, j'en parle pas mal dans mon livre sur l'Europe et les nations, mais c'est un bon rapprochement franco-allemand sur ces sujets. En 2003, avant il y avait des sommets franco-allemands. En 2003, on parle de Conseil des ministres franco-allemands. Donc on élargit l'exercice. Alors c'est un côté, Conseil des ministres, ça fait bien sur le papier, c'est un peu formel, il y a un côté un peu formaliste dans tout ça, c'est très lourd, ça manque de spontanéité. Mais enfin, on crée un Conseil des ministres franco-allemands à partir de 2003. On lance la politique européenne de défense en 2003 par les premières opérations sur le terrain, y compris des opérations militaires en Afrique. Donc là aussi, ça s'est permis grâce à un rapprochement franco-allemand, mais aussi avec les Anglais. Schröder est invité sur les plages de Normandie en 2004. C'est tout à fait nouveau. Les Allemands n'étaient pas invités sur les plages du débarquement, parce que pour eux, le débarquement, c'est invasion. Donc là, on crée une mémoire commune. Donc c'était quelque chose de nouveau dans la réconciliation. Et puis la crise ukrainienne de 2004-2005, il y a eu une première crise ukrainienne à cette époque-là. Là aussi, Chirac et Schröder ont eu une influence modératrice auprès de Poutine, qui a été tout à fait positive et qui a permis de surmonter cette crise sans qu'elle dérape. Alors, les divergences entre la France et l'Allemagne, malgré tout, se développent à partir de 2002, parce que 2002, c'est l'année où Chirac est réélu, c'est l'époque où Schröder est réélu, et si les deux dirigeants se rapprochent et établissent un partenariat entre eux, néanmoins, les deux pays divergent sur le plan politico-économique. Parce que du côté allemand, Schröder lance des réformes extrêmement douloureuses, les réformes Schröder, qui vont faire de l'Allemagne ils vont rendre à l'Allemagne son statut de superpuissance exportatrice, très compétitive, très performante. Donc l'Allemagne gagne une espèce d'ascendant économique. Et la France, elle s'enlise dans l'immobilisme. Elle ne fait pas de réformes. Le déficit commercial s'aggrave. Les déficits ne sont pas maîtrisés. Et les Français sont mécontents de l'élargissement. Et c'est une des raisons du non à la Constitution européenne en 2005 qui plonge toute l'Europe dans le blocage. Donc on est dans une situation compliquée au milieu des années 2000.
Alors Sarkozy n'était pas du tout orienté vers le franco-allemand, ce n'était pas du tout sa culture, il était beaucoup plus occidentaliste, il a même fait franchir une certaine rupture occidentaliste à la politique étrangère française, hein, il le revendiquait comme ça. Mais néanmoins, Sarkozy a fait pas mal de choses pour sortir l'Europe de ses problèmes, de ses blocages, à commencer par le blocage de la Constitution, puisqu'il a proposé de faire un mini-traité qui a été le traité de Lisbonne. Donc ce traité a été signé en 2007 et est entré en vigueur en 2009. Et puis après la grande crise économique de 2008, Sarkozy a lancé il y a eu la crise de la zone euro, et là, il a bien travaillé avec Mme Merkel pour essayer de maintenir un équilibre entre solidarité et responsabilité. Alors solidarité, ça veut dire qu'on ne laisse pas tomber les Grecs, alors qu'il y avait des Allemands qui voulaient que la Grèce sorte de la zone euro, voulaient s'en débarrasser. Les Français ont toujours refusé ça. Et ils ont demandé qu'on mette en place des mécanismes financiers pour aider les Grecs, pour les soutenir, pour pouvoir les aider à surmonter leurs problèmes. Mais en même temps, on a renforcé la discipline à travers un pacte budgétaire qui a été conclu en 2012. Et ce pacte a été confirmé par François Hollande quand il est arrivé au pouvoir en 2012, même si, là aussi, Hollande n'était pas très tourné vers le franco-allemand. De toute façon, il ne connaissait pas beaucoup l'international, mais c'est vrai qu'il n'était pas très orienté vers le franco-allemand. Mais ce qu'on constate néanmoins dans cette période-là, c'est que d'abord, il n'y a plus de divergence entre la France et l'Allemagne sur l'élargissement. C'est-à-dire que la période où l'Allemagne poussait l'élargissement vers l'Est, tandis que la France était plutôt freinée, eh bien, ça n'est plus le cas. Par rapport à des pays comme l'Ukraine, la France et l'Allemagne sont tous les deux d'accord pour dire on ne crée pas de nouvelles promesses d'élargissement, ni à l'Ukraine, ni à la Moldavie, ni au Caucase. Donc là, il y a quand même aujourd'hui un accord franco-allemand, au moins sur ce plan-là. Et puis, quand surgit la crise ukrainienne en 2014, avec, vous vous souvenez, donc le renversement de Yanukovych, les émeutes à Kiev et partout ailleurs, la Crimée qui est prise par les Russes, le soulèvement dans le Donbass, eh bien, cette crise qui menace de devenir une véritable guerre civile, nouvelle guerre civile en Europe comme la Syrie, eh bien, la France et l'Allemagne, ensemble, prennent l'initiative, alors ça c'est Hollande et Merkel, de créer le format Normandie, France, Allemagne, Ukraine, Russie, pour essayer de régler diplomatiquement la crise. Alors, la crise n'est pas réglée, mais au moins, on a stoppé le conflit, on a empêché d'avoir à nos portes une nouvelle Syrie, et ça, c'est quand même très positif que le couple franco-allemand ait réussi à faire ça. Donc vous voyez que l'élargissement à l'Est a causé des problèmes, mais néanmoins, le couple a continué à faire des choses. J'en viens à la dernière étape, qui est évidemment l'étape plus contemporaine du Brexit, 2016, qui change beaucoup de choses sur le plan géopolitique. Alors le fait que les Anglais s'en aillent, évidemment, ça a beaucoup de conséquences. D'abord, ça a comme conséquence que les Britanniques n'étaient jamais très favorables à l'intégration. Et on voit par exemple que dans le domaine de la défense, il y a énormément de progrès qui sont faits actuellement dans la politique européenne de défense, qui probablement n'auraient pas été possibles si les Britanniques étaient restés présents. Donc depuis 2016, il y a d'énormes progrès, au moins sur le plan de l'organisation d'un budget européen de la défense, de projets capacitaires, enfin tout le volet industriel et capacitaire, il y a des progrès. Pour les interventions, c'est plus compliqué. Le problème aujourd'hui, c'est plutôt le frein allemand. C'est-à-dire que les Anglais s'en vont, mais les Allemands ne sont peut-être plus aussi intégrationnistes qu'ils l'étaient avant. Avant, ils étaient favorables à une Europe supranationale. Aujourd'hui, ils sont quand même plus attentifs à défendre leurs intérêts. Ils sont plus immobilistes. Ils ne veulent pas renforcer le budget européen. Ils ne veulent pas d'intervention militaire à l'étranger. Donc il y a pas mal de problèmes entre la France et l'Allemagne et de blocage allemand pour développer la construction européenne. Si vous regardez les deux pays ensemble, ça représente, je ne suis pas complètement sûr de mon chiffre, mais je crois que c'est à peu près ça, un peu plus d'un tiers de la population de l'UE27, donc sans le Royaume-Uni, un tiers. Alors c'est pas rien, un tiers de la population, parce que ça veut dire que la France et l'Allemagne ensemble ont presque une minorité de blocage. Parce que la minorité de blocage dans la majorité qualifiée, c'est 35% de la population, ou alors 45% des États. Mais si vous avez 35% de la population, vous
vous êtes en mesure de bloquer une décision. C'est-à-dire qu'aucune décision ne peut se prendre sans la France et l'Allemagne. J'exagère parce qu'il faut quand même 2 autres pays, hein, il faut quand même être 4, mais c'est pas rien. Hein, le renforcement du poids du franco-allemand, 55% du PIB de la zone euro, donc vous voyez que c'est quand même la relation entre les deux pays, l'addition des deux pays est tout à fait centrale. Donc la France, c'est 67 millions d'habitants, les Allemands, 82. Donc les Français sont derrière, mais ils sont quand même plus dynamiques sur le plan de la démographie. Le PIB français n'est qu'à 70% du PIB allemand, mais l'Allemagne vieillit, donc sa population active va diminuer, donc tout ça va avoir des conséquences sur un rééquilibrage. Évidemment, l'Allemagne, dans cette nouvelle Europe élargie, reste prépondérante, reste centrale, en position centrale. Il y a des analystes qui ont par exemple parlé de l'Allemagne comme une Zentralmacht, dite Zentralmacht Europas, la puissance centrale de l'Europe. Donc elle se retrouve, si vous voulez, en position un peu de, pas d'hégémonie, mais de prépondérance, ou en tout cas de position un peu supérieure. Et la France apparaît comme, par rapport à ça comme plus faible, en retard, dans un processus de rattrapage, mais qui est compliqué, hein, vous le voyez bien quand on veut faire des réformes en France, et finalement, elle apparaît comme plus demandeuse dans la relation franco-allemande que ne l'est l'Allemagne en retour. Et on l'a très bien vu dans la négociation du traité d'Aix-la-Chapelle. C'est quand même le président qui a lancé des initiatives, qui a proposé des choses auxquelles les Allemands, n'ont pas forcément toujours paru très, très enthousiastes. Il y a des divergences entre les deux pays sur le plan économique, parce que la France n'est pas aussi performante et a besoin de faire des réformes. Sur le plan politique, parce que la France, elle voudrait par exemple faire des interventions à l'étranger en matière militaire, qui ne sont pas forcément la position allemande. En matière culturelle, parce qu'on est tourné vers des espaces différents. Donc le rapport franco-allemand n'est pas évident. Alors qu'est-ce que va changer le traité d'Aix-la-Chapelle ? D'abord, c'est un traité qui met au goût du jour, rénove la relation avec toute une série d'articles, de chapitres de coopération. Il y a des choses nouvelles. Par exemple, prenez un exemple, le Conseil de sécurité. Vous savez qu'il y a un ministre allemand qui a proposé que la France européanise son siège. On a fait inscrire dans le traité que le but de la France et de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne ait un siège. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que les Allemands ne pourront plus nous dire « donnez-nous votre siège ». Notre objectif, c'est qu'eux, ils aient leur siège, de manière à ce que les deux pays puissent jouer un rôle de puissance, et voilà. Un autre exemple, c'est la coopération transfrontalière. Il y a aussi une clause de défense collective, c'est nouveau dans la relation franco-allemande. Donc il y a quand même pas mal de choses nouvelles dans ce traité qui a pourtant été critiqué. Alors, voilà le traité d'Aix-la-Chapelle, vous voyez, avec les 2 ministres des Affaires étrangères et les 2 chefs d'État et de gouvernement. Pour conclure, le risque d'une relation franco-allemande qui, si vous voulez, qui ne soit pataugerait, soit se détricoterait, c'est évidemment que ça mène tout droit à la déconstruction européenne. Ça mène à une rupture entre le Nord et le Sud, parce que il y a des pays nordiques qui ont un peu une autre vision de l'économie par rapport aux pays latins, qui sont plus en avance, qui sont plus performants. Et donc, si on laisse se couper, s'établir un fossé entre la France et l'Allemagne, eh bien, on risque d'avoir une coupure nord-sud en Europe, et c'est pas sûr que la monnaie unique survive. Donc, il est important qu'on ait ce trait d'union franco-allemand qui se maintienne pour maintenir l'unité européenne. Pour avoir un levier franco-allemand, moi j'y continue d'y croire, même si c'est difficile et même si on a parfois des déceptions du côté français, il y a un besoin de confiance, il y a un besoin de volonté. Aujourd'hui, en tout cas du côté français, c'est clair qu'il y a cette volonté et on essaie d'établir cette confiance, même si ce n'est pas toujours facile. Mais évidemment, cette relation ne peut pas être une relation exclusive. Elle s'inscrit dans un cadre européen, un cadre occidental. On a souvent dit qu'elle était nécessaire, mais non suffisante. Et donc, il faut aussi la penser de façon ouverte. Voilà, j'en ai terminé. Alors, le mot de couple, par exemple, Védrine n'aime pas le mot de couple, parce qu'il trouve que c'est un couple, c'est enfermant, c'est une dimension psychologique.
comme il est plus réaliste et froid, il a toujours préféré l'expression de moteur, le moteur franco-allemand. Un moteur, c'est-à-dire qu'on est une force de proposition, on fait avancer la construction européenne, on propose des solutions, on essaie de jouer un rôle. Donc il n'y a pas cette dimension enfermante. Et d'ailleurs, les Allemands eux-mêmes n'ont pas envie de... Je ne crois pas qu'ils ne parlent pas beaucoup non plus de couple franco-allemand. Alors c'est vrai que là où un couple se crée, c'est quand il y a une confiance entre deux dirigeants. Et on voit que ça jouait un rôle important entre Adenauer et De Gaulle, ça a joué un rôle important entre Giscard et Schmitt, entre Mitterrand et Kohl. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des divergences et des tensions. Hein, on l'a vu au moment de la réunification. Mais pour moi, c'est un élément quand même nécessaire si on veut faire avancer les choses. Parce que si on n'a pas cette confiance, si on n'a pas construit une relation un peu fiable, après c'est quand même compliqué de faire des choses. Donc même Hollande et Merkel, Sarkozy et Merkel ont réussi à créer cette relation de confiance. Donc pour moi, ce n'est pas un élément de faiblesse, c'est un élément quand même nécessaire. Si les dirigeants ne se supportent pas, c'est quand même compliqué après de faire des grandes choses ensemble. J'ai failli l'évoquer quand j'ai parlé des tensions au moment de la réunification, parce qu'il y a eu des tensions sur la réunification, mais c'est vrai qu'au moment où on négociait le traité de Maastricht, donc toute l'année 1991, c'est l'année où la crise yougoslave commence. C'est le moment où la Croatie, la Slovénie quittent la fédération yougoslave et où commence la guerre. Et là, il y avait une très très grosse divergence entre les Français et les Allemands, parce que les Allemands assez vite acté le principe que la fédération était morte. En plus, ils avaient de vieilles alliances, avec les Croates, tout ça, ça datait de la guerre. Hein, c'est ça le subconscient des nations, quelque part. Oui, mais moi j'y crois au subconscient des nations. Et donc c'est vrai que voilà. Et alors récemment, j'assistais à une conférence de Michel Barnier dans la chaire d'enjeux stratégiques de Louis Gauthier à la Sorbonne. Et Michel Barnier nous disait qu'il était allé voir Mitterrand en 1995, et à l'époque il devait être ministre des Affaires européennes. Mitterrand venait de quitter ses fonctions, il allait mourir quelques mois après ou quelques semaines après. Et il lui dit, mais monsieur Mitterrand, qu'est-ce que vous penseriez de créer un haut représentant pour la politique étrangère ? Et puis Mitterrand lui dit, bah oui, ça nous aurait été bien utile dans la Yougoslavie d'avoir un haut représentant pour essayer de nous discipliner. Parce que c'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens, les positions européennes. Et puis après, il lui dit, mais pourquoi est-ce que les Européens se sont divisés sur cette crise yougoslave ? Et Mitterrand lui a répondu, mais c'est comme ça, c'est l'histoire. Nous avons toujours soutenu les Serbes et les Allemands ont toujours soutenu les Croates. Et bon, cette position a été beaucoup reprochée à François Mitterrand. C'est-à-dire que et Barnier disait, qu'est-ce que ça veut dire au XXIe siècle ? Nous avons toujours soutenu les Croates, nous avons toujours soutenu les Serbes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut surmonter ça. Il faut surmonter ces espèces de... Kosovo aussi, maintenant. Oui, alors le Kosovo, ça témoigne une divergence franco-allemande. Parce que là, mais sur la reconnaissance de la Croatie, là, il y avait un vrai problème, notamment du fait aussi des positions de François Mitterrand. Et finalement, bon, on a reconnu le démantèlement de la Yougoslavie, on a reconnu la Croatie, la Slovénie, puis la Bosnie. Et puis dans la guerre du Kosovo, moi je m'occupais de ça quand j'étais au cabinet Védrine, il n'y avait pas de différence entre les Français et les Allemands. Hein. Il y avait vraiment, Chirac a mis un terme un peu à ça. Et aujourd'hui, bon, ben voilà, c'est sûr qu'il reste peut-être des liens franco-serbes plus importants et des liens germano-croates plus importants, mais il faut remettre ça en perspective d'une Europe qui essaye de surmonter des vieilles rivalités, des vieilles amitiés ou inimitiés. Parce que si on était resté prisonnier de ces sentiments, on n'aurait jamais fait la réconciliation franco-allemande. Donc voilà, et à un moment donné, il faut regarder vers l'avenir.